Donc, après avoir vu le stress hydrique, si vous vous rappelez, on avait pris ensemble aussi le stress salin. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, madame. Donc, aujourd'hui, on va passer au stress thermique, c'est-à-dire que ce soit l'élévation de la température, donc la chaleur, et on verra aussi des températures basses, c'est-à-dire le froid. Donc, on va essayer, la chaleur aussi est considérée comme un stress abiotique, et donc on va essayer de voir comment les plantes, si vous voulez, quelles sont les stratégies adaptées par les plantes pour faire face à une élévation de la température ou bien un stress thermique, ce qu'on appelle la chaleur. Donc, de la même façon comme pour le stress hydrique ou bien pour le stress salin, les températures adoptent des mécanismes de chimiques pour, si vous voulez, faire face à de telles conditions. Entre autres, qu'est-ce qu'elles vont adopter les plantes? On a premièrement la transpiration. Donc, comme pour tous les êtres vivants, s'il y a de la chaleur, l'être vivant, il transpire. Donc, on va voir pourquoi les plantes transpirent. On nous dit que c'est un mécanisme simple et efficace. Donc, la plante va essayer de perdre, si vous voulez, la chaleur en transpirant. Qu'est-ce que ça veut dire en transpirant? Donc, en perdant de l'eau sous forme de vapeur d'eau qui met à profit l'énergie d'évaporation de l'eau pour refroidir les feuilles. C'est-à-dire la plante, elle va essayer de perdre la chaleur dans de telles conditions, de réduire un peu la température interne des plantes, si vous voulez, en perdant de l'eau sous forme de vapeur pour essayer de refroidir les feuilles parce que les températures hautes ou bien la chaleur, toujours, si vous voulez, comment dirais-je, les températures élevées vont perturber les activités, les réactions chimiques. La fermeture des stomates provoque des augmentations de température de plusieurs degrés. Il ne faut pas oublier quand il y a de la chaleur, normalement, c'est automatique, il y a un stress hydrique, il y a un manque d'eau. Donc, et le premier mécanisme adopté par la plante face à un manque d'eau, c'est la fermeture des stomates pour ne pas perdre l'eau qui est déjà contenue dans la plante. Et de ce fait, la température ailleurs, elle est élevée et en plus, la fermeture des stomates va encore élever en plus la température à l'intérieur de la plante. Et de ce fait, la plante va adopter ce premier mécanisme et qui est la transpiration pour refroidir un peu les feuilles et amoindrir un peu la température dans les feuilles. Deuxièmement, le métabolisme C4. Rappelez-vous qu'on avait dit que les plantes possèdent 3 métabolismes photosynthétiques. Le métabolisme C4, c'est Madame, le métabolisme. Oui, madame, oui, qu'est-ce que ça veut dire oui. C4? C4, on Madame, avait dit que C4. C4, ça veut dire, entre autres, ça veut dire carbone et 4. Ça veut dire que les premiers molécules, les hydrocarbonates, les sucres synthétisés suite à ce métabolisme renferment 4 carbones. Contrairement au métabolisme naturel de toutes les plantes qui renferme 3 carbones et qui est le métabolisme des plantes à région tempérée, c'est-à-dire les régions tempérées, là où les températures sont normales, elles ne sont pas très élevées ou pas très froides. Donc, les plantes adoptent ce qu'on appelle un métabolisme C3. Mais ce n'est pas toujours le cas. On a des régions où les températures sont élevées, telles que par exemple les régions tropicales. Là où par exemple les pays arabes sont
La majorité sont situées dans les régions tropicales. Dans les régions tropicales, où les températures sont élevées, où on a 2 saisons, les plantes adoptent ce qu'on appelle le métabolisme C4, c'est-à-dire un métabolisme différent du métabolisme des plantes des régions tempérées. Et rappelez-vous qu'on avait dit aussi qu'on a un autre métabolisme des régions chaudes, telles que le Sahara, par exemple le sud du pays, c'est ce qu'on appelle le métabolisme CAM, crassulaceae, tel que celui des plantes, les cactées, les plantes qui emmagasinent l'eau dans leurs feuilles, telles que par exemple l'aloe vera, le cactus. Ces plantes-là possèdent un métabolisme qu'on appelle le métabolisme CAM. Donc on revient après que la plante, c'est clair, mesdemoiselles? Oui, madame. Que vous avez saisi. Oui, madame. 3 sortes de métabolisme. Le plus connu et le plus rencontré, c'est le métabolisme C3, de ce qu'on appelle les régions tempérées. Le métabolisme C4 concerne les plantes des régions tropicales, où on a un hiver et uniquement un été chaud. Et le métabolisme CAM concerne le métabolisme des plantes des régions très chaudes, des régions arides, telles que le Sahara, par exemple, chez nous, où généralement on a une seule saison. Il fait toujours chaud le matin et le soir, il fait froid. Donc, on revient au métabolisme C4. Pourquoi la plante, elle adopte le métabolisme C4 dans une région tempérée, pas tropicale? Elle change de métabolisme de C3 à C4. On va nous dire pourquoi. Avec l'élévation de la température, la solubilité du CO2 diminue plus vite que celle de l'O2. C'est-à-dire que dans la photosynthèse, la plante elle est censée prélever le CO2 et rejeter l'oxygène dans son milieu, dans l'air. C'est ça le principe de la photosynthèse. La plante absorbe le CO2 et rejette l'oxygène. Mais dans son environnement, elle a aussi bien le CO2 que l'oxygène dans l'air. Donc, avec l'élévation de la température, le CO2 devient moins soluble que l'oxygène. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire à la plante? Elle va prélever l'oxygène au lieu de prélever le CO2. Le gaspillage énergétique que représente l'activité oxygénase de la rubisco est accentué. Les mécanismes de concentration du CO2 dans les plantes en C4, maïs, canne à sucre, permettent d'éviter cette contrainte. Donc, si la plante, lorsqu'il fait chaud, au lieu de prélever le CO2, elle va prélever l'oxygène. Donc, au lieu de faire la photosynthèse, elle va faire ce qu'on appelle la photorespiration. C'est-à-dire, elle va respirer en plein jour. Et quand elle va respirer en plein jour, au lieu d'utiliser la rubisco, c'est-à-dire l'enzyme qui va incorporer le carbone aux molécules, elle va utiliser l'oxygénase. Cette oxygénase qui va incorporer l'oxygène aux molécules utilise beaucoup d'énergie. Et donc là, c'est un gaspillage dans l'énergie que la plante, elle veut s'éviter. Elle n'est pas dans des conditions pour gaspiller encore de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va adopter ce mécanisme C4, qu'elle va toujours effectuer la photosynthèse, même lorsque la température elle est élevée. Cette fois-ci, elle ne va pas prélever le CO2 de l'air, mais le CO2, il est emmagasiné dans les plantes. Elle va le trouver dans les plantes, dans des cellules, si vous voulez, dans des cellules autour de certains chloroplastes. Ces cellules présentent beaucoup d'espace, et dans cet espace, les espaces entre les cellules, on va trouver, si vous voulez, le stockage du CO2. Et donc, le fait qu'elle va stocker le CO2, elle va l'utiliser à la demande et elle ne sera pas dans la contrainte d'absorber l'oxygène au lieu d'absorber
le CO2, mais elle ne pourra le faire que lorsqu'elle va adopter ce métabolisme C4. C'est-à-dire, elle va emmagasiner, elle va stocker à l'avance le CO2 et elle va l'utiliser à la demande. Un tel mécanisme, on le trouve dans les plantes des régions tropicales telles que le maïs et la canne à sucre. On nous donne un exemple du maïs et de la canne à sucre. Est-ce que vous me suivez, mesdemoiselles? Mesdemoiselles, oui, vous madame. essayez de comprendre un peu? Vous me comprenez? Oui, oui. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous m'arrêtez et je vais reprendre. Donc, après avoir vu la transpiration, donc les plantes d'abord transpirent, donc perdent de l'eau sous forme de vapeur d'eau. C'est bien. Lorsqu'il fait chaud, donc déjà, la température, elle augmente dans les feuilles, donc elles vont éviter de se débarrasser de cette chaleur en transpirant. En plus, lorsqu'il y a un stress hydrique, les stomates sont fermés. Là aussi, ça va élever la température et de ce fait, la plante transpire. Un autre mécanisme, on avait dit que la plante va essayer de faire, c'est de modifier son métabolisme photosynthétique de C3 à C4. Ça va lui permettre de stocker le CO2 et de l'utiliser quand elle veut, parce que lorsque la température est élevée, les plantes n'arrivent pas à prélever le CO2 de l'air. Et là, ça va, si vous voulez, perturber l'activité photosynthétique. Donc, pour éviter ça, au lieu d'avoir un métabolisme C3 et prélever à chaque fois le CO2 de l'air, ils vont changer de métabolisme qui va leur permettre de stocker le CO2 dans des cellules, parce que le métabolisme photosynthétique C4 se déroule en deux parties dans le parenchyme palissadique, le parenchyme qui renferme les chloroplastes dans les feuilles, où se déroule la photosynthèse. Pour ne pas utiliser l'oxygénase au lieu d'utiliser la rubusco. Et on nous a donné des plantes qui, tout le temps, si vous voulez, leur métabolisme photosynthétique est un métabolisme C4, tel que la canne à sucre, qui est cultivée dans nos régions. C'est-à-dire, nous, on est même dans les régions tempérées, on cultive du maïs, surtout le maïs. On ne cultive pas de la canne à sucre, le maïs. Un autre mécanisme, chez les plantes adaptées au milieu aride chaud, c'est-à-dire les plantes qui ont l'habitude, qui déjà se développent dans les régions arides. Quand on dit aride, c'est le sud de notre pays, là où on a le Sahara ou bien les régions semi-arides, et qui sont souvent des C4. Généralement, dans les régions, les milieux arides, on trouve soit les cames qui renferment l'eau dans leurs feuilles, stockent l'eau, ou bien on rencontre les plantes à métabolisme C4. On peut constater que de nombreuses activités enzymatiques sont plus thermotolérantes que chez des espèces proches, mais adaptées à des milieux tempérés. Dans les milieux arides chauds, les plantes, parce que souvent se développent dans des conditions à température élevée, dans la chaleur, donc ils ont eu l'habitude à utiliser leurs enzymes même lorsque les températures sont élevées, parce qu'on sait très bien que les enzymes, ce sont des protéines, et l'élévation de la température, elle dénature les protéines, et de ce fait, les enzymes et toutes les réactions biochimiques sont arrêtées. C'est pour cela que leur activité enzymatique, malgré la chaleur, les enzymes sont actives. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus thermotolérantes. Si on prend une même espèce, si elle est cultivée dans une région aride, c'est sûr que ses activités enzymatiques sont tolérantes, thermotolérantes. Si elle est cultivée dans une région tempérée, son activité enzymatique n'est pas thermotolérante.
si on prend la même espèce, parce que dans les régions tempérées, généralement, on n'a pas de température très élevée, on a des températures médium, c'est-à-dire que les plantes supportent. Donc, dans les régions chaudes, déjà à l'avance, les espèces ont une activité enzymatique thermotolérante qui leur permettent que les réactions biochimiques se déroulent normalement avec même des températures très élevées. Donc là aussi, c'est un mécanisme de tolérance. Donc, activité enzymatique thermotolérante. Un autre mécanisme très important, c'est ce qu'on appelle l'induction de protéines de choc thermique. On les appelle inductions. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces plantes? Ils vont induire des protéines. Ces protéines-là, leur rôle, on va voir leur rôle, on les appelle des protéines de choc thermique. C'est-à-dire, si on est dans une journée où on a une température normale, si à un moment la température va s'élever brusquement, la plante, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va induire des protéines spécifiques qu'on appelle les protéines de choc thermique, en anglais Heat Shock Proteins. On les appelle les HSP. HSP. Et l'abréviation Heat Shock Proteins, HSP. Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces protéines? Elles jouent des rôles de chaperonnage d'enzymes clés du métabolisme. Elles chaperonnent les enzymes, même si les enzymes ne sont pas thermotolérantes. Qu'est-ce que ça veut dire chaperonner? C'est-à-dire elles sont en haut, elles sont en dessous, elles sont les premières. Et donc, ils vont éviter la dénaturation des enzymes. Elles sont là pour protéger les autres enzymes, les enzymes du métabolisme. En évitant leur dénaturation sous l'effet de la chaleur, parce que la chaleur dégrade les enzymes, dégrade les protéines. Donc, d'abord, leur rôle essentiel, c'est le chaperonnage d'enzymes. C'est de leur éviter, elles sont les premières, et elles vont protéger en quelque sorte les enzymes clés du métabolisme en évitant leur dégradation. D'autres, qu'est-ce qu'ils font en plus? D'autres HSP, quand je dis HSP, c'est-à-dire les protéines de choc, sont impliquées dans les processus de dégradation, réparation des macromolécules endommagées. Donc, les protéines d'abord, ces HSP chaperonnent les enzymes, c'est-à-dire elles sont là, elles vont essayer avec leur présence que les enzymes sont actives, les réactions biochimiques se produisent et les enzymes restent intactes, d'une part. D'autre part, si avec ça, il y a des enzymes qui se dégradent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces enzymes vont participer dans la dégradation. Ils ne vont pas rester telles qu'elles sont, ces enzymes, parce qu'ils vont présenter de ce qu'on appelle des ROS, des réactives oxygène species, c'est-à-dire des espèces qui réagissent avec l'oxygène, et ça va nous induire à l'oxydation, au vieillissement des cellules. Non, elles vont les dégrader et en même temps les réparer. S'il y a lieu à réparer ces enzymes, elles seront réparées et de ce fait, on va éviter aux cellules d'entrer de ce qu'on appelle dans le stress oxydant, c'est-à-dire la dégradation des protéines. Et quand je dis macromolécules, c'est les protéines et les lipides, et même, on peut même arriver à l'ADN et l'ARN. Mesdemoiselles, vous me suivez? Oui, madame. Vous arrivez à me suivre, Oui. à comprendre un peu? Vous avez compris le rôle, hein, vous avez compris le rôle des HSP, des protéines voilà, un peu. Donc, elles chaperonnent les enzymes, c'est-à-dire que les enzymes vont réagir, sont actives même avec des températures élevées. Elle va les protéger. Et si, avec ça, il y a des enzymes
qui sont, si vous voulez, altérées, elles vont participer à leur dégradation et à leur réparation. On parle d'enzymes et ça peut aussi toucher des lipides, les protéines, tout ce qui est structural, si vous voulez. On parle d'enzymes, mais pourquoi pas aussi tout ce qui est structural. C'est bon, mesdemoiselles? Mesdemoiselles. Oui, madame. Donc, j'avance toujours avec ces mécanismes sous l'influence du stress thermique et chaleur. Et le dernier mécanisme, c'est la modulation. Jusqu'à maintenant, on n'a parlé que d'enzymes. On avait vu des processus physiologiques, un peu la transpiration, le métabolisme C4, puis ensuite on est passé à des mécanismes biochimiques tels que les enzymes thermotolérantes. Ensuite, on avait vu l'induction des protéines HSP, les protéines de choc thermique. Et maintenant, on va voir un autre mécanisme, mais qui concerne les lipides membranaires. Madame, Oui, madame, oui. les autres groupes, vous demandez de l'accepter. Accepter les autres groupes. Oui. D'accord.
هكا نجي نزيد واحد يروح لي كلشي بزاف لي كلشي. ديرني فوا ليكرون راح غير كيما هكا. Oui, madame. Donc je continue. Oui. Je continue toujours avec le stress hydrique. Le dernier mécanisme, cette fois-ci, il va impliquer les lipides. Parce que le problème toujours dans de pareils stress, c'est qu'il y a l'altération de tout ce qui est échange membranaire, tout ce qui sort et entre à travers la cellule. Et vous savez très bien que les membranes, ce sont des lipides, les phospholipides. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ce qu'on appelle modulation des proportions en acide gras membranaire saturé par rapport au insaturé. C'est-à-dire les plantes vont essayer que la proportion d'acides gras saturés doit être soit dans les lipides membranaires plus élevée que celles qui sont insaturées pour plus de stabilité de ces membranes cellulaires. Et beaucoup plus, on nous dit en particulier, parce que quand on parle des membranes, ce n'est pas uniquement la cellule, ce sont aussi les organites, donc la vacuole, tout ce qui est le noyau, et rappelez-vous surtout pour les plantes, ce sont les chloroplastes, en particulier dans les membranes chloroplastiques. Donc cette modulation des proportions en acide gras membranaire saturé par rapport à insaturé, sur insaturé, c'est un mécanisme de tolérance pour éviter un peu les problèmes dus à une température élevée, à un stress thermique chaleur. On avait dit en particulier dans les membranes chloroplastiques, le chloroplaste est entouré par deux membranes, la membrane interne, la membrane externe et la membrane des thylakoïdes, là où il y a la chlorophylle et les caroténoïdes. Passe parmi les mécanismes majeurs d'acclimatation et d'adaptation aux températures extrêmes. Donc, jusqu'à là, on avait cité, je pense, 6 mécanismes. Donc, ce dernier mécanisme est un mécanisme important, majeur, comme celui des protéines, des HSP. Et c'est ce qu'on a appelé la modulation de proportion en acide gras. Là, ça concerne les lipides et les membranes, et surtout les membranes chloroplastiques. De ce fait que dans ces membranes, on aura des acides gras saturés, beaucoup plus par rapport aux acides gras insaturés. Une forte proportion d'acides gras saturés dans les lipides membranaires aura tendance à apporter de la stabilité sous une contrainte de chaleur. C'est-à-dire même si les températures sont élevées, tout ce qui est élevé comme température dénature, altère les macromolécules, et parmi les macromolécules, on a les lipides. Et les lipides, ils sont très importants parce que ce sont eux la structure de tout ce qui est membranaire. C'est à travers eux que passe, que entre et sort tout ce qu'a besoin la cellule. Et donc, de ce fait, plus que la membrane renferme des acides gras saturés, beaucoup plus que les acides gras insaturés, tout ce qui est saturé, c'est mieux, bien sûr, dans ce cas-là, va permettre aux plantes et aux cellules, si vous voulez, de faire leur perméabilité. Elles restent perméables et elles restent intègres, même dans des conditions de température élevée. Donc, c'est ça, si vous voulez, l'intérêt d'un tel mécanisme, c'est-à-dire si, par exemple, on est en dehors de la chaleur, en général, dans les lipides, on a des lipides gras dans ces membranes, on a la présence de lipides gras aussi bien insaturés que saturés. Mais lorsque la température elle est élevée, donc les plantes adoptent, si vous voulez, préfèrent, ou si vous voulez, ils vont faire tout pour que leur membrane soit formée d'acides gras saturés, beaucoup plus que les acides gras insaturés, surtout dans les membranes chloroplastiques. Ça va être plus stable et de ce fait, les organites restent intègres et restent fonctionnels.
Donc, on vient de terminer le stress thermique chaleur. Mesdemoiselles, vous me suivez? Oui, madame. Oui, Et madame. on va essayer de passer au stress thermique froid. Voilà. Mais je voulais faire le froid. Et donc, pour nous, chez nous, c'est-à-dire concernant chez nous, le stress thermique froid est plus important que le stress thermique chaleur. Parce que généralement, lorsqu'il y a élévation de la température en été, la majorité des plantes, si vous voulez, elles passent leur vie, comment dirais-je, ils ne sont pas en pleine croissance comme pendant l'hiver. C'est-à-dire que nous, généralement, en hiver, les plantes se préparent pour la floraison et pour la fructification. Mais en été, généralement, c'est la récolte. Donc, ce qui est important pour nous, c'est comment les plantes arrivent à se dérober, pas se dérober, elles sont là, elles sont présentes, on n'a pas un évitement là, pardon, mais comment elles arrivent à croître, se développer lorsque les températures sont très basses. Quand je dis froid, là, on ne parle pas par exemple, à 4 ou 5 degrés, mais c'est 0 et moins. De 0 à moins jusqu'à moins 40 et plus. C'est ce qu'on appelle le froid, c'est-à-dire le gel. Tout ce qui va provoquer le gel. Donc, de 0 à moins et à des températures très, très basses, très moindres. Donc, dans de pareilles températures comme pour l'élévation, on va voir qu'est-ce que ça va provoquer chez les plantes et comment les plantes vont essayer de s'adapter, de tolérer de telles situations. Donc là, on nous dit, quand on dit froid, donc il faut, comme je viens de dire, de faire la différence entre un froid gélif, c'est-à-dire le gel, et un froid non gélif. Donc là, on nous dit que la principale conséquence du froid non gélif, c'est-à-dire qu'on ne parle pas encore d'un gel ici, c'est un froid certes, mais pas des températures en dessous de 0. Oui, Madame, mesdemoiselles, qu'est-ce que ça veut dire gélif? جليف lorsque Oui, on a كيما نقول احنا بالعربية سقيح فهمتي سقيح يعني إذا قلت جليف يعني درجة حرارة تحت الصفر أو درجة حرارة حتى مش تحت الصفر كونت لنا سقيح تبعي فيا طالبة oui, madame. يعني إذا احنا حبينا نقول راح نقولوا البرد لهنا نصنفوه انخفاض في درجة الحرارة من مازال ما تكونش ليه البرد كيما نقول احنا ما تكونش ليه السقيع هذه ما نجيش طبقة على الأوراق هذيك تاع السقيع وإذا تكون راح نشوفوا الساحة أولا إذا ما تكونش السقيع كيف ما هو وبعد ذلك on va essayer de voir. كي نقول non gélif c'est-à-dire qu'il n'y a pas formation de tout ce qui est gélif يعني كيما نقول احنا بالعربية البرد والسقيع. Donc, il faut retenir que la principale conséquence du froid non gélif concerne la baisse de fluidité membranaire et son impact sur le fonctionnement des activités photosynthétiques et respiratoires. Donc, أول conséquence qui me chiffre pour l'élévation de la température, comme on avait vu pour l'élévation de la température chaleur, soit on a la dégradation des enzymes et donc là, les réactions biochimiques sont altérées, elles ne vont pas se dérouler, ou bien on a aussi l'action de la chaleur sur la fluidité membranaire, c'est-à-dire sur son rôle dans le transport membranaire. La chaleur aussi agisse sur les lipides et donc sur la perméabilité membranaire. De même, le froid,
le premier mécanisme ou l'influence du froid, ou bien l'altération qui va se faire du froid gélif sur la plante, et là c'est cellulaire et c'est au niveau des organites, c'est qu'ils vont agir sur la fluidité membranaire. La membrane n'est plus fluide, c'est-à-dire elle va plus faire son rôle de transport membranaire. Parce que pour faire son transport, elle doit être fluide, cette membrane. Le fait qu'il y a baisse, elle n'est plus, mais il y a la baisse de la fluidité, elle n'est plus comme avant. Ceci va perturber l'activité photosynthétique et respiratoire. Parce que pour que la photosynthèse se déroule et la respiration se déroule, il faut qu'il y ait que des molécules entrent et sortent de part et d'autre de la cellule. Donc, on voit que comme pour la chaleur, la première altération du froid et du froid non gélif, on avait dit, c'est la baisse de la fluidité membranaire et son impact sur l'activité photosynthétique et respiratoire. Là, la baisse de la fluidité, elle concerne, quand on dit photosynthétique, on parle des organites chloroplastiques, des chloroplastes, et quand on dit respiratoire, on parle des mitochondries. La plante, le matin, si vous voulez, effectue la photosynthèse. La nuit, elle effectue la respiration. Si elle va effectuer la respiration le jour, on parle de photorespiration. Donc, tout ça pour produire l'énergie et tout ce qu'elle a besoin, tel que le glucide pour la plante, elle produit tout ce qu'elle a besoin de glucides, de protéines, de lipides et même d'autres métabolites qu'on appelle les métabolites secondaires. La principale adaptation concerne les ratios acides gras saturés sur insaturés au niveau des lipides membranaires. La même chose comme pour la chaleur, pour faire face à un tel effet, à la baisse de la fluidité, comme pour la chaleur, qu'est-ce qu'elles vont faire les plantes? Elles vont essayer de moduler, d'avoir des acides gras saturés dans leur membrane, beaucoup plus que les acides gras insaturés, pour faire face à un tel stress qui est le froid. Donc, le premier mécanisme, comme pour la chaleur, qu'on avait vu, le dernier mécanisme on avait parlé, on avait dit que c'était un mécanisme majeur, très important, c'est que les plantes, donc, au niveau cellulaire, vont essayer de retenir, d'avoir beaucoup plus d'acides gras saturés, beaucoup plus que les acides gras insaturés dans leur membrane, surtout leur membrane chloroplastique ou bien mitochondriale, pour que la fluidité membranaire ne baisse pas et reste telle qu'elle est. On nous dit, mais la problématique majeure liée au froid concerne la tolérance au gel. Là, comment la plante, elle peut tolérer le gel? On avait parlé d'un froid non gélif, c'est bien. Jusqu'à maintenant, on n'a pas des... Certes, il y a un froid, mais on n'a pas encore, on ne parle pas encore de froid gélif. Les plantes, qu'est-ce qu'elles vont faire? La même chose, acides gras saturés, beaucoup plus qu'acides gras insaturés dans les lipides membranaires. Et la stabilité et la fluidité, de la membrane, elle est toujours fonctionnelle, elle est toujours là. Mais lorsque là, on va parler d'un froid gélif, qu'est-ce qui va se faire? On avait dit que la problématique majeure liée au froid concerne la tolérance au gel et détermine largement la distribution géographique des espèces végétales. C'est-à-dire, le froid est très déterminant dans la distribution des espèces végétales. C'est-à-dire, les espèces végétales qui arrivent à tolérer le gel, on va les trouver un peu partout. Qui n'arrivent pas à tolérer, on va les trouver uniquement dans certaines régions, là où il ne fait pas très froid. Rappelez-vous que les facteurs météorologiques, les facteurs physiques, comme on dit, et chimiques du climat, de l'air, du milieu, là où se développent les plantes, sont très déterminants dans leur distribution, qui dit distribution, c'est-à-dire leur croissance et leur développement.
Donc, on a la lumière, on a l'eau. Maintenant, on parle de la température. On avait vu la chaleur et maintenant le froid. Et la température, c'est peut-être le facteur le plus important même que l'eau. Parce que l'eau, on peut y remédier, on peut irriguer. Mais qu'en est-il pour la température? Qu'est-ce qu'on va faire pour la température? Est-ce que l'homme, il va intervenir pour la température? Jamais. Uniquement les plantes interviennent ici. C'est-à-dire que l'homme n'arrive pas à intervenir dans de pareilles conditions. Est-ce qu'il va diminuer la température? Il ne va pas la diminuer. Dans un stress hydrique, l'homme peut intervenir si on a une carence hydrique, il va par exemple irriguer, par exemple, si c'est des petites parcelles, pas de très grandes parcelles. Si on parle de culture, on ne parle pas de forêt, parce que les forêts, on ne les irrigue pas. Mais pour la température, il ne peut pas intervenir l'homme. Donc, c'est uniquement les mécanismes de la plante qui vont, si vous voulez, arriver à ce que la plante se développe et croît, même si on a des températures très élevées ou bien très basses, c'est-à-dire un stress thermique chaleur ou bien un stress thermique froid. Donc, le premier mécanisme, c'était les acides gras saturés plus élevés dans les membranes que les acides gras insaturés pour garder la fluidité des membranes. Maintenant, on va essayer de voir, lorsqu'on parle de gel carrément, qu'est-ce qu'elles vont faire les plantes. Le mécanisme de tolérance le plus classique repose sur l'évitement de la congélation, évitement du stress au niveau intracellulaire. Si déjà on est dans des températures très froides, les plantes, les cellules essayent d'éviter la congélation de tout ce qui est, si vous voulez, parce que là, dans la cellule, ce n'est pas uniquement des structures, mais on a aussi des molécules, on a aussi ce qu'on appelle comment ça, dans le cytoplasme, c'est-à-dire cette solution de molécules qui sont là présentes en solution au niveau des organites tels que la vacuole et tout ça. Les plantes et les cellules particulièrement essaient d'éviter la congélation. Parce qu'il y a congélation, là, c'est très inévitable et on aura la formation de cristaux et qui va induire à briser les cellules. Et là, si vous voulez, c'est irréparable. Donc, au niveau intracellulaire, pas au niveau des parois, c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule, surtout à l'intérieur de la membrane cellulaire, là où on a des solutions, des ions, des cations et des molécules. Et la présence de l'eau, il ne faut pas oublier que l'eau, elle est présente en grande quantité dans la plante et dans les cellules membranaires. Dans les cellules. Ils vont essayer d'éviter la congélation. Rappelez-vous que l'évitement, c'est un des mécanismes de tolérance au stress. On a l'évitement du stress. Si vous vous rappelez, on avait parlé de plantes éphémérophytes. Et cette fois-ci, ce n'est pas un évitement du stress, c'est un évitement du strain. C'est-à-dire, la plante, lorsqu'elle tolère, soit elle évite le strain, soit elle tolère le strain. D'abord, la plante, elle essaie d'éviter le strain en évitant la congélation au niveau intracellulaire. Le refroidissement progressif des tissus ne provoque pas immédiatement à la congélation du contenu cellulaire riche en soluté et pauvre en point de nucléation, maintient en état de surfusion, mais provoque dans un premier temps une congélation de l'apoplaste, pauvre en soluté et dont le point de congélation est souvent élevé entre moins 10 et 0 degrés Celsius. Donc, comment elles font pour éviter la congélation au niveau intracellulaire? Si d'abord on a un refroidissement progressif, c'est-à-dire on n'a pas un refroidissement brusque, c'est-à-dire on ne passe pas de 10 à moins 1, mais un refroidissement progressif de 10 à 2 à 3 jusqu'à 0, de 0 jusqu'à moins 1, etc. Si on a de cette façon,
on a un refroidissement progressif. Ce refroidissement progressif ne va pas provoquer la congélation du contenu cellulaire qui est riche en soluté, parce qu'on sait très bien que les cellules sont très riches en soluté. Au contraire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va provoquer la congélation de l'apoplaste. Cet apoplaste, pourquoi il congèle rapidement? Parce qu'il est pauvre en soluté. Lorsque je parle de l'apoplaste, c'est-à-dire les parois cellulaires. Rappelez-vous que la cellule végétale, elle est formée de la cellule avec sa membrane, mais en dehors de cette cellule avec sa membrane, on a un autre, si vous voulez, une autre structure, c'est ce qu'on appelle les parois cellulaires. Et cette paroi cellulaire, on l'appelle, l'ensemble des parois, on l'appelle l'apoplaste. Quand je dis apoplaste, je signifie l'ensemble des parois cellulaires parce que la cellule elle ne possède pas une seule paroi, mais plusieurs parois. Ils sont 3 parois. On a la première paroi qui se forme et qui est unique à 2 cellules voisines. On l'appelle la lamelle moyenne. Et sa composition biochimique, c'est uniquement des pectines. Généralement, elle est pectique. Il n'y a que des pectines. Puis ensuite, la plante, elle forme encore une autre paroi qu'on appelle la paroi primaire. La première paroi, la lamelle moyenne, elle est très fine. La paroi primaire, cette fois-ci, c'est une paroi cellulosique et elle est formée de cellulose et de hémicellulose et de pectine. Elle est pectique, cellulosique et hémicellulosique, pardon. Ensuite, elle va ajouter une autre paroi. Cette fois-ci, c'est une paroi secondaire et elle est strictement cellulosique. Et en plus de la cellulose, elle peut aussi être imprégnée d'autres substances biochimiques autres que les glucides, telles que l'alinine. C'est pas, quand je dis l'alinine, c'est pas la cellulose. C'est différent de la cellulose. Cette fois-ci, c'est une substance phénolique, c'est-à-dire c'est un métabolite secondaire. Mesdemoiselles, oui, madame. Vous me suivez? Oui, madame. Oui, madame. Hein? Ça va. Ça va? Et donc, je viens de dire que, de préférence, que lorsque le refroidissement progressif se déroule, on ne va pas passer à la congélation. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle un maintien en état de surfusion. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de la cellule, c'est très riche en soluté. Et ceci, ça va permettre à éviter cette congélation. On va éviter la congélation. Mais avec ça, on avait dit que même avec ça, si même on a un froid progressif, un refroidissement progressif, on va arriver à la congélation de l'apoplaste. L'apoplaste, on avait dit la congélation, je vais parler autrement, la congélation de la paroi cellulaire. Pourquoi? Parce que la paroi cellulaire, elle est pauvre en soluté et donc elle n'arrive pas à maintenir ce qu'on appelle son état de surfusion. Puisqu'elle est pauvre en soluté, les parois ne sont pas comme tout ce qui est extracellulaire. Parce que là, dans la cellule, on a deux comment on appelle ça? J'essaie de me rappeler. On a la cellule avec sa membrane, c'est ce qu'on appelle intracellulaire. Et tout ce qui est extracellulaire, c'est les parois. Donc, à l'intérieur, il y a beaucoup de soluté. Et là, la cellule, elle arrive à maintenir ce qu'on appelle son état de surfusion. Elle ne va pas congeler très vite. Elle va éviter la congélation. En dehors de la cellule, tout ce qui est extracellulaire, c'est la paroi, ou bien les parois, ils sont pauvres en soluté, ils vont congeler rapidement et à une température
souvent élevée pour nous, la congélation, elle va se dérouler de 0 à moins 10. Si notre plante, elle est à 0 à moins 10, à l'intérieur, ça ne congèle pas, mais à l'extérieur, sa paroi, elle commence à congeler parce qu'elle est pauvre en soluté. Il n'y a que de la cellulose, de l'hémicellulose, des pectines, il n'y a pas les anions, les cations, etc. Donc, elle va congeler très vite et à une température pas très élevée, donc de 0 à moins 10. Qu'est-ce qu'elle va faire cette congélation? Cette congélation a pour conséquence une élévation transitoire de température, premier exotherme, et une fuite d'eau cytoplasmique qui concentre les solutés cellulaires et abaisse encore le point de congélation intracellulaire. Si la descente en température se poursuit en dessous de ce point de congélation, la formation de cristaux à l'intérieur des cellules provoque des dommages irréparables. Donc, comme je viens de dire, si on a un froid progressif, un refroidissement progressif, la température des températures basses, les plantes essaient de tolérer comment? On avait dit qu'ils tolèrent en gardant la fluidité de leur membrane par des acides gras saturés, beaucoup plus que les acides gras insaturés, certes. Si on n'a pas un froid non gélif. Si on part de température gélif, c'est-à-dire de 0 au-delà de 0, maintenant on part de température gélif, 0 et moins, qu'est-ce qui va se faire? À l'intérieur de la cellule, tout ce qui est intracellulaire est très riche en solutés, avec il y a la présence de l'eau, il y a de l'eau, il y a des solutés. Donc, ceci, ça favorise ce qu'on appelle le maintien en état de surfusion. C'est-à-dire que la congélation, elle ne va pas se faire à l'intérieur de la cellule. À l'intérieur de la cellule, c'est bien. Mais tout ce qui est extracellulaire, les parois, ils vont former, ils vont congeler, ils vont se congeler. Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres en soluté et à une température même pas trop élevée, de 0 à moins 10 degrés. Qu'est-ce qu'elle va faire cette congélation? C'est ce qu'on appelle le premier exotherme. Avec cette congélation, tout ce qui est extracellulaire, il y aura la fuite d'eau cytoplasmique. L'eau va fuir à l'intérieur de la cellule. Puisqu'il va fuir, les solutés vont se concentrer. Ce n'est pas comme avant. La cellule ne sera pas riche en solutés comme avant. Il y a concentration de solutés cellulaires et ceci va abaisser le point de congélation intracellulaire. C'est-à-dire, s'il n'y a pas récupération, la congélation, elle va se faire au niveau de... avec cette élévation de la température et de la congélation extracellulaire. Si la descente en température, si encore la température, la descente, elle se poursuit, elle ne va pas s'arrêter. Si elle s'arrête, c'est bien la cellule, si vous voulez, est sauvée. Si la température descend encore, en dessous de ce point de congélation, si la température, elle s'arrête, elle ne descend pas, la cellule est sauvée. Mais si la température, avec la fuite de l'eau cytoplasmique et la concentration de soluté, jusqu'à maintenant, c'est bien. Mais si ça va se poursuivre, on va assister à la formation de cristaux à l'intérieur des cellules. Et si les cristaux, s'il y a congélation et les cristaux se forment à l'intérieur de cellules, là, on est sûr qu'il y a des dommages irréparables. La cellule, elle n'est pas sauvée et la plante, elle n'arrive pas à tolérer. Mesdemoiselles. Oui, madame. Mesdemoiselles. Oui, j'écoute. Oui, madame. Ça va, vous arrivez à me suivre, ça va? Ça va, oui. Oui, madame. Voilà. Donc, rappelez-vous que dans le froid non gélif, c'est la proportion des acides gras saturés par rapport aux acides gras non saturés. Dans le froid gélif, rappelez-vous, c'est ce qu'on appelle le maintien de l'état de surfusion, c'est-à-dire la présence de solutés
à l'intérieur l'eau avec les solutés, ceci ne va pas provoquer la congélation de la cellule. Mais si on avait dit que si la congélation, elle commence dans les parois, il y a élévation de la température, il y a fuite de l'eau, les solutés se concentrent, jusque-là, les cellules tolèrent, mais si la température redescend encore, là, il y aura la congélation, tout ce qui est intracellulaire. La cellule n'arrive pas à maintenir son état de surfusion. Et s'il y a congélation, c'est qu'il y a formation de cristaux et la cellule, elle sera brisée. Et là, la plante n'arrive à rien. Elle ne va rien faire ici. On nous donne d'autres exemples. Certaines plantes dans l'espèce modèle, l'Arabidopsis, rappelez-vous ce nom, l'Arabidopsis, c'est son nom scientifique. C'est une plante modèle, pourquoi? Pour tout ce qui est biotechnologique, dans tout ce qui est biotechnologique végétale. Comme si vous vous rappelez auparavant, dans la génétique mendélienne, on avait tout ce qui est modèle, la mouche de vinaigre. La mouche de vinaigre, on l'utilisait dans tout ce qui est comme modèle dans la génétique mendélienne. Voilà. Dans les bactéries, par exemple, on a par exemple les Escherichia coli comme modèle. On a le rhizobium, tout ce qui est plante comme modèle. Et on a une plante modèle que les scientifiques utilisent pour tout ce qui est biotechnologique et moléculaire. C'est une plante qui a un cycle très court. Elle appartient à la famille des brassicacées, qu'avant on l'appelait la famille des crucifères parce que leurs feuilles renferment 4 pétales et 4 sépales qui ressemblent un peu à la croix. On les appelait les crucifères. Et un cycle est très court. Sa carte génétique, elle est connue maintenant. Donc, tout ce qui est mutation et tout ça, et tout ce qui est expérience moléculaire sont effectuées sur cette plante modèle. مش هيسيبها كملنا. نورمالمون قفلت وقيلة كمل. هيا ملا نخرجوا. أي نخرجوا بنات، أي صح.
غاز مونتون دينار غاز. هذه الفاتورة هذه جديدة ما نفهمش عليها أنا واش يكتبوا فيها. قريب 200,000 انت غاز بس ما جاتكش باقي كله وقيله تريسيت. قداه 180. نحنا تا في 150 غاز وانت وقيله 180 والباقي كل تريسيتي. ياسر خليت 900,000 مليون غير 100 شو نهز الورقة ونروح. واحد يخلص ديما يخلص. هذه تاعنا نحن. خذ ستيل ونقرا بها. انا ما نبكي حاجه جازبر الورقه نجيبها. وين منين حصلتي؟ هنا بان نشوف المراقبه واش تاخذ فيه ثاني ندير ونشوف بالك غير المنير يخلص بالك. كيفاه؟ هذا مثلا جبت 900 المركب بالك كي هاي 900 فيها تريسيتي وغازك انت. ها هو الغاز تاعنا نحن 350. المركب نتاع الدولة مركو هنا خلصت ولا ما خلصتوش؟ هذوك تلقاه محلين. لا المركب لسه ما ندور لا المركب نوامر. هاك ورجعوه. هذه حتى زي شوف هي صحيحة 350 هذا غاز ولا لا؟ ماشينات كليات عاصم